Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. L'assistance humanitaire du Cameroun reçue avec gratitude à Bata. La mission dépêchée en Guinée équatoriale par le président de la République, très appréciée par le président Obiangema Mbazogo. Dans le journal, les consignes aux équipes camerounaises de secours et le visage actuel de Bata. Résultat des tests reçus au forceps, les laboratoires agréés pour le Covid-19 tardent à livrer les verdicts des analyses. L'enquête du soir ira voir les raisons de cet engorgement et les solutions possibles. Et puis Victor de Coton Sport de Garoua reçu avec soulagement les Marocains tenants du titre battus par 2-0. Et ce n'était guère acquis d'avance ce mercredi. Vous le verrez en page des sports. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. La gratitude du président équato-guinéen Teodoro Obiangema Mbazogo à son homologue camerounais Paul Biya, c'est à la réception de l'aide humanitaire conduite par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betia-Somon, et le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. L'accueil réservé à la délégation camerounaise aura été à la hauteur de ces relations fraternelles qui lient les deux pays. Envoyé spécial à Bata, Nathalie Mvogo. Une ambulance équipée pour les soins d'urgence, une rangée de camions dévoilant des cartons de médicaments, des piles de denrées alimentaires, des packs de matériel de couchage présentés et remis symboliquement au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et au ministre équato-guinéen de la Défense. Del pueblo guineano para que nuestros compañeros ministros de Camerún lleven la voz de agradecimiento del pueblo de Guinea Ecuatorial. Las imágenes suelen hablar por sí solas. De hecho, estamos muy contentos por la mano amiga que nos ha hecho. Les délégations frères font ensuite la revue des troupes camerounaises venues en renfort aux équipes à pied d'œuvre dans les formations sanitaires de Bata. En plus des spécialités de la médecine des catastrophes, un carré de sapeurs-pompiers est disposé à poursuivre les fouilles sur le site sinistré, alors que le génie militaire présente son expertise pour la suite des enquêtes sur la nature des explosifs. L'ultime étape, la plus émouvante aussi, est la descente dans la zone dévastée. Le Cameroun essuie les larmes d'un pays frère éploré. En retour, la Guinée équatoriale exprime sa pleine reconnaissance, sa gratitude en une phrase. C'est dans le malheur que l'on reconnaît ses vrais amis. La Guinée équatoriale qui n'oubliera pas de sitôt cette grave explosion de la caserne militaire de Bata. 10 jours après le drame, le site de la catastrophe exprime toujours détresse et désolation. Bata, la capitale économique du pays, a été classée zone sinistrée en raison des explosions secondaires qui menacent toujours le quartier Nkoatoma et ses environs. L'ampleur des dégâts appelle davantage des secours comme celui qu'apporte en ce moment le Cameroun. Image de catastrophe à Bata, c'est ce reportage de Steve Thiega et Kembengue, envoyé spécial à Bata. Le ciel s'est éclairci sur Bata. Il a avalé le nuage du drame, face noire d'un souffle destructeur qui hante la Guinée équatoriale et ses amis, avec ses millions de dégâts chiffrés en milliards de francs et 105 morts. Aujourd'hui, Nkoatoma sent le soufre et montre ses murs de quartier meurtris.
depuis le 7 mars, un dimanche jour d'apocalypse où dès 14 heures des crépitements dans la caserne se transforment en déflagration. Sa poudrière va éclater en 4 explosions meurtrières. Tout a volé, à la fois ici et de l'autre côté, du coup, ce qui a engendré beaucoup de victimes. Plus de 100 morts. Son souffle a tout décoiffé sur des kilomètres, défigurant des bâtisses, laissant des jeeps éventrés, des fusils calcinés. Débris d'une guerre perdue contre le feu. Après le SOS de détresse, ses amis et le Cameroun ont répondu à l'appel d'urgence avec des aides médicales, des pompiers qui arrivent en sapeur pour des besoins de recherche, et la mission du Cameroun déploie aussi son génie militaire spécialisé dans les enquêtes sur explosions. Les secours, tous debout sur le front du drame, ont des mots d'ordre. Effort commun pour assurer la sécurité de la zone. Le site est toujours très dangereux. C'est ça l'urgence avant la reconstruction. Coopération Cameroun-Guinée équatoriale plus que jamais sur le mode empathie. Dernière consigne à nos forces de défense sur place au chevet des victimes du drame de Bata. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betia-Somon, a réitéré à l'équipe médicale, aux pompiers et au génie militaire discipline et disponibilité pour assurer le succès de cette mission dépêchée par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le séjour des secours camerounais pourra être rallongé en fonction des besoins et des urgences, comme l'explique ici le ministre de la Défense dans ses propos sélectionnés par Steve Thiega et Kembengue. Nous avons calibré la mission dans un premier temps pour 10 jours, susceptible d'être modifiée en fonction de ce que vous verrez sur le terrain, en fonction des missions qui vous seront confiées. La discipline, la solidarité, vous êtes venus pour un travail précis, restez groupés, restez ensemble et n'allez pas prendre des risques inutiles en dehors de la mission que vous êtes venus faire. Et sachez que vous êtes dans un pays étranger qui a ses lois et ses règlements. Vous devez donc faire honneur à l'armée camerounaise, faire honneur au président de la République que vous a envoyé ici et faire honneur au peuple camerounais. Autre chose à présent dans le journal, reparlons de la 12e édition de la journée CEMAC. Elle était célébrée hier 16 mars. À cette occasion, les 6 États membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont également dressé le bilan de cette année pleine de combat contre le Covid-19 et contre ses conséquences. Une évaluation en 3 axes, la riposte menée par la communauté, la résilience économique des États et puis la relance post-Covid. Un bilan cependant en demi-teinte. Marie-Laurence Senké. Pour les pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, c'est exactement 373 jours de réforme et d'adaptation depuis l'apparition des premiers cas de maladie à la COVID-19. À l'effet de stopper la diffusion du virus tout en maîtrisant les dépenses de santé, les pays de la CEMAC ont organisé une riposte sanitaire harmonisée. Les fonds FODEC qui ont permis notamment de dégager 433 millions de francs CFA à la disposition de l'OCEAC, qui est notre organisation de lutte contre les grandes endémies. Ajouter à cela, voir comment mutualiser les efforts en vue d'acquérir le vaccin. Sur le plan économique, acquérir des fonds de la communauté, mais aussi des bailleurs de fonds internationaux pour pouvoir financer une prime exceptionnelle de 2 milliards de francs au profit de chaque pays. Les pays sont à la préparation d'un plan communautaire de relance économique post-Covid-19 qui devra faire repartir les turbines. C'est la mutualisation de ces plans de relance à côté, n'est-ce pas, d'une vision communautaire qui sera examinée et adoptée au prochain Conseil des ministres. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, il est projeté un rebond de croissance de l'ordre de 3,4% dans la CEMAC en 2021.
Et cette riposte nationale, au plan national à présent contre la pandémie, semble se heurter à la lenteur des laboratoires agréés pour l'analyse des échantillons prélevés. Les 24 heures prescrites pour livrer ces résultats sont généralement dépassées, augmentant le stress et l'angoisse chez les malades potentiels. Qu'est-ce qui fait donc problème et quelle serait la solution possible? Réponse dans cette enquête de Martine Noël Ndengue. L'angoisse est longue comme une file d'attente à la quête du précieux sésame, le résultat du test Covid-19. 4 jours que ce voyageur tourne en rond, mais toujours rien. 4 tests que je passe et j'ai jamais de résultat. Quand on va au laboratoire hygiène mobile, allez attendre, on va vous les communiquer. Au laboratoire national de santé publique, les tests arrivent par centaines tous les jours, mais loin de l'engorgement, la raison des retards est parfois ailleurs. Nous demandons aux voyageurs de se faire prélever 48 heures avant le départ. Et certains se présentent le même jour. Ils ne peuvent pas avoir le résultat le même jour, c'est pas possible. Le délai officiel, c'est 24 heures et que nous essayons de respecter. Le Centre Pasteur, lui, fonctionne à plein temps, dispositif mis en place pour limiter les désagréments. Nous avons développé un système qui permet que dès que notre résultat est prêt, un SMS est envoyé au voyageur pour lui signaler que son résultat peut être téléchargé. On gagne en temps. Tout à côté, l'hôpital central de Yaoundé. Ici, une moyenne de 200 tests analysés par jour. On a plus de 95 résultats sortis ce matin. Ils ne sont pas encore là pour les retirer. Les 6 laboratoires d'analyse des tests Covid-19 de la région du centre sont parés à toute éventualité, mais restent à passer l'examen de la livraison des résultats à temps. On l'espère. À présent, voici le 3e épisode de la série consacrée aux violences en milieu scolaire. Ce soir, plein feu sur le collège Saint-Joseph de Calasances à Banjoun, c'est dans la région de l'Ouest. L'année 2019-2020, des jeux de cartes avec mise d'argent ont fortement déstabilisé cette jeunesse scolaire. Des bagarres qui éclatent et puis c'est la mort, celle d'un adolescent. On se souvient, il était en classe de 4e année. F4. Aujourd'hui, des mesures drastiques ont été prises là-bas pour sauver l'école, tout comme au lycée Sultan Joya à Fumban, dans cette même région. Il faut donc assainir l'école de toute violence. C'est le grand reportage, ce soir encore, de Serge Atangana-Bissot. Voici un autre repère du feuilleton sanglant d'il y a un an dans nos campus scolaires. Le collège Saint-Joseph de Calasances à Banjoun. Celui qui est mort ici habitait à portée de voix de sa salle de classe, où les rangs se sont depuis lors refermés. Il y avait certains élèves qui jouaient au jeu hasard et qu'un de leurs camarades aurait venu pour ramasser l'argent dont ils jouaient avec pour les interdire de jouer. Le dernier-ci aurait giflé et là ils ont fait un renfort et un rendez-vous au quartier. Suite au rendez-vous, on lui aurait cogné avec un caillou sur la tête et c'est là où on le prend pour l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, malheureusement, ce dernier va rendre l'âme. Son sacrifice a inspiré jusqu'au lycée bilingue de Fumban là-bas. Les problèmes de jeu de cartes avec mise d'argent, bagarres, prise de drogue se vivent pareillement dans plusieurs établissements de la région de l'Ouest. La haute hiérarchie a pensé, n'est-ce pas, nous confier un travail, notamment la préparation d'un exposé sur la violence en milieu scolaire. En termes de conclusion, chaque chef de structure qui connaît mieux sa structure, son établissement scolaire, est le mieux placé pour savoir quelle thérapeutique, n'est-ce pas, apporter. La tragédie d'il y a un peu plus d'un an, ici à Banjoun, n'aura pas été vaine. Les parpaings fabriqués par les élèves en atelier pratique F4 serviront à construire un mur pour éviter que le quartier ne pollue le campus. Une manière comme une autre de ne pas oublier le héros mort parce qu'il refusait que ses camarades continuent de jouer de la carte.
La suite dans nos prochaines éditions avec vous sur ces drames dans nos écoles très graves. La suite du journal pour cette évaluation du C2D, la France et le Cameroun, les deux parties prenantes à ce contrat de désendettement et développement, c'était hier mardi la 14e session de leur comité d'orientation et de suivi. C'était sous la présidence conjointe du ministre Louis-Paul Motazé des Finances et de l'ambassadeur de France, son Excellence Christophe Guilot. L'évaluation qui laisse apparaître un investissement global de 675 milliards du C2D au Cameroun, avec un ralentissement des activités en ce moment dû aux effets du Covid-19. La synthèse de ces travaux, Franck Evina. C'est la première fois qu'ils se réunissent depuis le début de la pandémie. La crise sanitaire mondiale a bouleversé les engagements contractuels des deux parties, camerounaises et françaises, ainsi que la mise en œuvre de certains projets inscrits dans le C2D. À date, le coût des échéances de remboursement non honorés est de 72 milliards de francs CFA. Il se fait que, avec la pandémie du coronavirus, les pays du G20 ont pris une initiative qui est d'alléger la dette. Du coup, donc, ça affecte le mécanisme du C2D, parce que si nous ne remboursons pas la dette, il n'y a rien à envoyer à la France qui n'a rien à nous retourner. Résoudre ces déficits de trésorerie, le défi immédiat du comité d'orientation et de suivi. Il faut continuer à ravitailler le compte bilatéral pourvoyeur des financements pour faire évoluer les chantiers. Les deux précédents C2D avaient déjà relevé ce défi de la résilience, des villes transformées, des vies changées. J'ai fait une visite il y a quelques semaines avec Madame la ministre de l'Habitat et du Développement urbain pour voir très concrètement comment ça se passait à Berthois, à Garoua, Marois. D'autres réalisations sont à venir avec le troisième C2D, lancé en 2017 et doté d'une enveloppe de 400 milliards de francs CFA pour une durée de 8 ans. La première session législative pour cette année 2021 est en cours au Parlement et c'est dans ce contexte que le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, M. Jean Kueté, convoque les parlementaires des groupes RDPC à l'Assemblée nationale et au Sénat à d'importantes séances de travail qui se tiendront demain jeudi 18 mars au Palais des Congrès de Yaoundé, suivant le planning ci-après à 10h. Ce sera le tour du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale et à 11h, le groupe parlementaire RDPC au Sénat. Nous allons dans la région de l'Est pour la suite du journal, voir là-bas la centrale hydroélectrique qui est en construction au pied du barrage et réservoir de Lompangar. L'ouvrage prend progressivement corps au terme du projet d'une capacité de production de 30 MW. Il va contribuer notablement à résoudre le déficit électrique dans cette région de l'Est. La fin des travaux est prévue pour l'année prochaine, 2022. Victorine Beguel pour les confirmations. D'une capacité de production de 30 MW, la centrale hydroélectrique en construction au pied du barrage réservoir de Lompangar dans la région de l'Est prend progressivement corps. Sur le site, des conduites forcées. On a déjà bétonné la conduite forcée numéro 1. Dans 2 semaines, on va attaquer les conduites forcées 2, 3 et 4. Est attendu d'ici la fin de l'année, début 2022. J'avais dit entre fin décembre et fin premier trimestre 2022. Je suis en train de tout faire pour tenir ce calendrier malgré le Covid. Concernant la construction de la ligne de train, les travaux avancent à la grande satisfaction du directeur général de EDC. À terme, le projet va contribuer à résorber définitivement le déficit d'approvisionnement électrique de la région de l'Est. Dans le monde rural, parlons de cet autre projet, celui de l'élevage et de la pisciculture, le projet qui était évalué ce mercredi même à Yaoundé. À la manette, le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales. À ses côtés, les acteurs de ces chaînes de valeur, ils ont tous examiné les acquis de la première session du comité de pilotage de ce projet. Je vous propose ici les appréciations du coordonnateur du projet dans un entretien avec Pierre Biinambarga.
Le problème de qualité des produits est extrêmement important. Il ne suffit pas seulement de produire, mais il faut assurer la qualité sanitaire, la qualité hygiénique des produits. Et c'est pour cela que la plupart des partenaires vont intervenir dans les aspects sanitaires, dans les aspects des normes de la qualité. Et ce qui devrait permettre à notre pays, dans le contexte actuel, de pouvoir non seulement assurer la sécurité alimentaire et sanitaire nutritionnelle de sa population, mais pouvoir exporter les produits qui respectent les normes qualité. Hommage à un défenseur de ce monde rural au Cameroun, Albert Nzonga, décédé le 21 février dernier. Il était célébré hier mardi à Yaoundé, une initiative de la structure SAHELD, le service d'appui aux initiatives locales de développement, et du journal La Voix du Paysan, dont il était d'ailleurs le fondateur. Un hommage bien mérité qui a retracé la vision et l'œuvre de l'illustre disparu. Yvonne Gaël Aveb. Produire et consommer local pour réduire l'importation des produits de première nécessité était l'un des combats de cet ardent défenseur de la cause agricole. Bernard Nzonga, fondateur de l'Association des citoyens pour la défense des intérêts collectifs, fondateur de l'ONG agricole SAHELD, du parti politique Croire au Cameroun et du journal La Voix du Paysan, le visionnaire s'est fait l'âme du monde agricole, Cameroun. Il entraînait avec lui l'ensemble de la communauté. Ça, c'est ce qu'on retient de l'homme. Et un homme extrêmement ouvert à tout le monde, à toutes aux innovations. L'ingénieur agronome s'en va à l'âge de 66 ans, mais laisse en héritage sa vision et ses œuvres au monde rural. Poursuivre ses actions serait un hommage complet. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Pour d'autres échos de cette lutte contre le coronavirus, nous allons dans la région du Nord et la ville de Garoua, où on annonce pour bientôt le dépistage dans les établissements d'enseignement scolaire et d'enseignement secondaire précisément. Les autorités sanitaires de cette partie du pays s'activent pour parachever les préparatifs. Pour faire le point, nous retrouvons Évariste Eyenga et son invité sur place à l'hôpital régional de Garoua. Bonsoir Garoua, bonsoir Évariste. Bonsoir, le dépistage sera effectif dans les établissements d'enseignement secondaire dans la région de Garoua, mais on en est encore au stade de la gestation, de la conception et la planification de cette activité. À quel stade l'on se situe précisément? Réponse avec Sébastien Douka, il est le chef section planification du système de gestion de l'incident pour cette région. Sébastien, bonsoir. Bonsoir, M. Ega. Merci d'avoir accepté cette invitation. Le dépistage dans les établissements secondaires, où en êtes-vous? Vous l'avez dit, le dépistage aura effectivement lieu en milieu scolaire dans la région du Nord. Mais déjà, il y a un travail de fond qui doit être fait en amont, notamment la planification. Et nous avons eu des séances de travail avec les responsables de la délégation régionale des enseignements secondaires, où nous avons pu mettre à disposition la cartographie des différents établissements au niveau de la région. Nous maîtrisons actuellement les effectifs en termes d'établissements, en termes d'enseignants et en termes d'élèves. Actuellement, c'est la phase de mise à disposition des intrants sur les différents sites au niveau des districts de santé qui vont se charger au niveau opérationnel de mener le dépistage dans les établissements scolaires.
Merci à vous, Sébastien. On l'a bien noté, c'est la période de préparation avant le déploiement effectif sur le terrain dans les différents établissements de l'enseignement secondaire. Vous le savez, c'est une prescription du ministre des enseignements secondaires, le testing massif dans les établissements. C'est entendu, Évariste. Merci et merci à votre invité. La suite de la tournée nationale du ministre Joseph Lé avec ce leitmotiv, le service public désormais plus proche de l'usager et plus fluide également dans la région du Sud grâce aux mesures de simplification et de dématérialisation des procédures administratives. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a expliqué tout cela aux délégués régionaux de la région du Sud ce mercredi même à Ebolo. Retrouvons-y Christian Blondel Ndongo-Abia. La redynamisation du service est un défi majeur à relever pour environ 15 000 fonctionnaires et agents de l'État que compte la région du Sud. C'est à l'effet de garantir un meilleur cadre aux travailleurs du secteur public que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative est venu édifier les délégués régionaux. Nous avons engagé une dématérialisation et une simplification poussée des procédures administratives. Et il était donc bon que nous venions leur donner des informations précises là-dessus. Lorsque nous parlons par exemple de la déconcentration des épreuves orales au concours administratif, nous soyons sûrs qu'à Ebolova et dans le Sud, le processus est bien compris. La plateforme numérique vient ainsi faciliter la tâche à tous les maires. Et pour en tirer pleinement profit, il faudrait que chacun assume ses responsabilités. Comment peut-on accepter que quelqu'un gagne un salaire alors qu'il ne travaille pas? Comment peut-on accepter que quelqu'un vienne au travail 5 ou 10 jours sur 30? Mais ce n'est pas normal. La concertation au Bengo Hôtel d'Ebolova a été suivie d'une visite à la salle multimédia dédiée au CGPS 2 dans les locaux de la délégation régionale de la fonction publique et de la réforme administrative. Avant la page des sports, ce télégramme officiel de félicitations de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, adressé à son Excellence Michael Daniel Higgins, c'est le président de la République d'Irlande, à l'occasion de la célébration ce 17 mars de la fête nationale de ce pays ami. Les sports, le foot et la victoire rassurante de Coton Sport de Garoua, c'était ce mercredi après-midi en Coupe de la Confédération CAF. Coton Sport a battu le tenant du titre, la Renaissance sportive de Berkane du Maroc, par 2-0. Le club de Garoua, logé dans le groupe B, remonte donc à la 2e place. Le film de ce match, pas du tout facile cependant, avec Robert Badjek. C'est une gifle administrée au tenant du titre. Cet après-midi, en 2e sortie de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération CAF, Coton Sport de Garoua s'impose face à la Renaissance sportive de Berkane par 2-0. Souaïbou Marou, entré en jeu quelques minutes avant, ouvre la marque au milieu d'une foule de jambes marocaines à la 54e minute. L'occasion pour le but et du Coton Sport, et c'est le cas. Ouverture du score du Coton Sport. Il est imité à la 72e par Arnaud Sibiri Sanou qui conclut d'une frappe imparable, un rush solitaire depuis sa base arrière. Le résultat est flatteur, pourtant le rêve de victoire aurait pu tourner court si l'attaque de Berkane, explosive en début de match, avait concrétisé ses occasions et même sur cette série de frappes à la 67e, toute enrayée par l'excellent portier Narcisse Lend. Junior Land. Avec cette victoire, Coton Sport se repositionne à la 2e place du classement du groupe B avec 3 points, derrière la JS Kabylie, leader avec 4 points. Le sport encore, et c'est un dossier dans le journal ce soir pour parler de la fuite des cerveaux dans ce domaine sportif pour diverses raisons. Certains athlètes camerounais choisissent l'exode pendant même leur activité, entre ceux qui changent de nationalité du jour au lendemain après une compétition sous les couleurs nationales et d'autres encore qui refusent même d'arborer ces couleurs. L'ambition est parfois la même, l'appât du gain et on dit aussi la quête d'un meilleur épanouissement. Les constats avec Joseph Gouet à Manding.
Voici David Ngog et Jean-Alain Boumsong, deux footballeurs d'origine camerounaise. Ils ont chacun, en son temps, décidé de jouer pour le compte de la France. Les pays les plus nantis et qui sont les plus à même de leur offrir la possibilité d'être mieux encadrés et une meilleure reconnaissance. La réussite sociale, matérielle et financière de certains sportifs et athlètes en Occident, c'est la seule cause. À côté de ces athlètes camerounais qui ont décliné l'offre de leur pays d'origine, certaines comme Françoise Mbando ou Colombe Gourmand ont pourtant arboré le vert ou jaune avant de solliciter une autre nationalité. C'est tout à fait légitime pour chaque individu de chercher son mieux-être. Notre milieu sportif n'est pas organisé de manière à retenir les meilleurs talents. Pour arrêter cette fuite des talents, certaines solutions s'imposent. On doit pouvoir les convaincre parce que ce qu'on leur propose n'est pas loin de ce qu'eux, ils vivent de l'autre côté, n'est pas loin de leur environnement au moment où on leur fait la proposition. Les pouvoirs publics font des efforts dans ce sens avec la multiplication des infrastructures sportives. Reste la mise en œuvre intégrale de la loi du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun. L'autre aspect de cette fuite des talents dans le monde sportif concerne ceux-là qui choisissent de pratiquer tout un autre métier pour joindre les deux bouts. Ils appellent cela la reconversion et c'est très courant, aboutissant très souvent à des retraites fort difficiles. Germain Noël Essenge. Ici, c'est le canon sportif de Yaoundé. Les acteurs disaient recevoir un revenu mensuel. Le canon est en train de se dégager complètement dans ce sens, dans le sens du professionnalisme, afin, n'est-ce pas, de permettre à ce que le footballeur puisse jouir de ce qu'il a opté, qui est le football. Lui, c'est Jean-Pierre Fiala. L'ancien footballeur est aujourd'hui fonctionnaire catégorie A2. J'avais constaté que tous ces sportifs, à la fin de leur carrière, ils ne faisaient rien d'autre. Ils se retrouvaient au chômage et tout, et puis c'était la galère totale. J'ai fait le concours de l'INGS et pour moi, la reconversion était très facile. Pour réussir sa reconversion, il faut savoir anticiper. Tu as pu allier sport et études et que tu as pu te reconvertir de cette manière dans la vie. Il n'y a pas de plus beau. Aujourd'hui, je suis en service au ministère des Sports, à la cellule de suivi comme chargée d'études. La carrière sportive est tellement absorbante qu'on peut ne pas avoir le temps de la préparer. Il faut anticiper. Le Comité national olympique, la mère des fédérations, a mis en place des mécanismes de reconversion. Nous accordons des bourses régulières aux anciens athlètes qui se sont lancés dans l'encadrement technique, d'aller se former dans les centres en Suisse ou au Canada. Nous avons des exemples au handball, au judo, au taekwondo, qui se sont déjà formés dans ce cadre-là. Au ministère des Sports, un statut de sportif de haut niveau est en préparation. Il prendra en compte la vie après la carrière. Voilà qui met un terme à ce 20h30. On retient essentiellement que c'est parti. L'assistance humanitaire camerounaise est à pied d'œuvre à Bata. La mission dépêchée en Guinée équatoriale par le président de la République, très appréciée par le président Obiangema Bazogo, qui a dit toute sa gratitude au Cameroun. Nous verrons certainement la suite de ces actions de terrain dans nos prochaines éditions avec les équipes médicales, les sapeurs-pompiers qui sont en ce moment à l'œuvre à Bata. Le journal était préparé avec la collaboration de Augusta Ngononga, Salomé Nchamaona et Rai Sandier. Vous aurez d'autres informations. Ce sera à minuit en compagnie de Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez après le journal le magazine des hommes et des vies. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.
CRTV News, ici, toute l'info.